Salut à tous et bienvenue dans le podcast Multi-TCG, comment ça va fou? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour du plaisir. Un max de plaisir. Juste du plaisir. Non, faut le dire, c'est que du plaisir aujourd'hui. Une actualité TCG brûlante, non mais quand est-ce qu'ils s'arrêtent là les TCG de nous sortir des actus sur actus sur actus? On pourrait faire 2 podcasts aujourd'hui. En fait, quand tu divises par le nombre de TCG, surtout que nous on voit un peu plus large avec les cailloux et tout. C'est normal finalement. Ils ont pas spécialement beaucoup d'actu, mais ils en ont toujours une. Mais par contre le podcast lui il a toujours Mais le podcast il est bouillant. Donc on commence directement par s'abonner pour ne jamais louper les prochains podcasts. On le rappelle, c'est bimensuel. Vous avez le podcast Magic sur la chaîne Magic, le podcast Multi-TCG sur la chaîne Multi-TCG, le petit pouce bleu, le partage dans l'espace commentaire. Et en plus de ça, le podcast est sponsorisé par La Belle Carte, qui est notre boutique en ligne sur laquelle vous pouvez aller faire vos achats TCG. Le lien est en description, ça nous soutient évidemment si vous passez par chez nous. Il y a du Lorcana, du Alter, du Star Wars, du petit Ultimate Guard. Et en plus de ça, si vous participez dans l'espace commentaire en donnant votre avis notamment sur les différents sujets qu'on va aborder, vous pouvez tenter de gagner un magnifique petit jeu de sleeve Cortex de chez Ultimate Guard. C'est une nouvelle gamme, il y a les sleeves Katana et les sleeves Cortex. Donc on vous propose de tester les petites sleeves Cortex. On vous a choisi un magnifique petit bleu pour ces petites sleeves là. On tirera au sort un commentaire et vous le recevrez chez vous dans quelques jours. Merci à tous ceux qui participent. Tout à fait, et merci Ultimate Guard aussi de soutenir les boss, l'entité ValetPL sur l'année 2024 et je l'espère sur l'année 2025, ça devrait être le cas normalement. Je pense. Lien d'affilié dans la description, si vous voulez faire vos achats Ultimate Guard en passant par ce lien, ça nous soutient, ça régale. Notamment, il y a des produits que nous n'avons pas sur la belle carte d'Ultimate Guard, donc si vous voulez aller vous régaler, surtout les derniers produits qui sortent, les dernières Deckbox là. C'est du beau jus. Ah, c'est du beau. C'est du très beau jus. C'est du très très beau jus. D'ailleurs, t'as vu qu'ils ont pas que Magic en licence, hein. Ouais, j'ai vu. Ils sont bons. J'ai vu que ça commençait à avancer un petit peu là sur les TCG, ça fait plaisir. Ouais. Ils sont très bons, Ultimate Guard. Oui. Le lien en description si jamais vous voulez passer commande sur leur site, bien sûr. Je vais te le dire bientôt, ce sera pas le podcast Multi-TCG, ce sera le podcast Ultimate Guard Multi-TCG. Ils mettent leur nom partout. Le podcast Ultime TCG finalement. L'Ultime TCG. Ah, ça régale. Au sommaire, je vous fais le sommaire, mais il est très très long. On va parler du Lorcana Challenge européen qu'on castera le week-end prochain avec PL. Je vais vous parler du YCS Bologne qui a été remporté par un joueur français à Yu-Gi-Oh! On parlera du retour de la hype Pokémon. J'ai 2-3 infos. Alors, ça circule sur Internet évidemment. On découvrira les events manga, la nouvelle rareté de OP10, histoire que vous puissiez péter votre crâne et vos yeux sur cette magnifique carte. Moi je pète. On parlera de la nouvelle sortie de Naruto Kaiju. Et oui, très rapidement après la tier 4 de Wave 6, on a la Wave 7 qui a été annoncée. Petit retour rapido sur les TCG Awards que vous retrouverez sur la chaîne de Max Hildan des joueurs du dimanche, notamment sur YouTube. On vous parlera du prochain set de Flesh and Blood, The Haunted, magnifique évidemment. Petit point sur le Calling Portland. Il y a quand même une carte qui continue à faire débat. Hein. Elle est encore là. Elle est toujours là. L'annonce d'Alterd avec le retard de certaines features, mais surtout l'explication du pourquoi, du comment. Et on parlera rapidement de l'errata qui a été mis en place sur Robin des Bois pour Alter et qui permettra peut-être à Waru de prendre un petit peu moins de part de marché du metagame. Et on finira rapidement sur quelques annonces Pokémon Pocket. C'est quoi là, je suis fatigué là. Tu m'as lu le sommaire, je vais juste péter une petite sieste. C'est bon, fin du podcast. Allez. Bon, allez hop. Ah, c'est incroyable. C'est quelque chose. De retour en actualité. C'est quelque chose. Le cast du Lorcana European Challenge, qu'est-ce que c'est déjà? Il faut savoir qu'il y a des Lorcana Challenge, c'est les plus gros tournois organisés par Lorcana. Il y en a eu 4 en Europe, 4 aux États-unis. Les meilleurs joueurs, les 32 meilleurs joueurs, non les 16 meilleurs joueurs de chaque Lorcana Challenge se sont qualifiés à ce qu'on appelle le Lorcana European Challenge. Donc c'est un challenge qui réunit les meilleurs joueurs des 4 challenges précédents par région. Il y aura la même chose aux États-Unis. Ça se passera le week-end du 7 et 8 décembre à Paris, à Disneyland. Oui. Et ça fait plaisir. Et on a été choisi pour caster cet événement. Quelle grâce. Nous deux. Qu'elle régale, en compagnie aussi de Rofelos et Petit Quick. Donc on a une super team de cast, on va se régaler, on va passer un délicieux moment. La line-up est extraordinaire. La line-up est extraordinaire. Évidemment, il y avait pléthore de créateurs de contenu qui auraient pu prétendre aussi à cette présence au cast. Donc forcément, on a aussi une pensée à tous ceux qui n'ont pas pu être sélectionnés. Il fallait faire des choix du côté de Ravensburger. On est très content d'avoir été choisi, mais aussi très conscient que ça s'est joué à ça et qu'il y avait plein d'autres personnes compétentes. Je le dis parce que j'ai vu des communautés qui étaient forcément déçues de ne pas voir leur créateur de contenu préféré prétendre aussi à ce cast-là. Et on est tout à fait conscient que d'autres personnes auraient pu faire le job tout aussi bien que nous. Mais on va essayer en tout cas de mériter autant que faire se peut notre place et de vous proposer le meilleur cast possible. Tout à fait. On s'y engage de manière très formelle. Ouais.
On va vraiment passer un délicieux moment. On va rentrer un peu plus en détail sur cet événement-là. Donc ça sera un événement qui ressemblera globalement au challenge que vous connaissez, avec je crois un jour 1 en BO2 et un jour 2 en BO3. De mémoire. Alors c'est sur 2 jours, oui. Il me semble que c'est uniquement en BO3. Alors je crois que c'est la phase qualificative du vendredi qui est en BO3, ce qu'on appelle le Last Chance Qualifier. Ah oui, c'est pour les Last Chance peut-être. Exactement, le Last Chance Qualifier qui sera en BO3, ça c'est un énorme open sur lequel vous pouvez venir compétir le vendredi et qui donnera quelques places qualificatives supplémentaires. Mais pour le tournoi qui nous intéresse, normalement c'est du BO2 into BO3. Ok. Corrigez-moi si je me trompe, je ne suis pas absolu sur cette information. Il me semblait avoir vu que c'était un tournoi de BO3, mais peut-être qu'effectivement c'est pour les phases finales. Dans ta vidéo avec Boba, il explicite justement le fait qu'il avait peur qu'en BO3, bleu-rouge soit pas très bien, donc il en parlait surtout pour le challenge européen. Et finalement, il s'est rendu compte que le deck était quand même bien en BO3, donc il le conseillait aussi pour le Last Chance, ce qui sous-entend qu'il pense et sait que c'est en BO2 pour le tournoi de base. Peut-être. Il me semble pas, mais peut-être. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de l'info. En tout cas, voilà. Si jamais vous voulez vous intéresser au metagame et voir un petit peu les decks que vous allez pouvoir retrouver, vous avez une vidéo qui sera sortie sur la chaîne Lorcana où tu as accueilli Boba, qui est un représentant un petit peu du le GOAT, on peut le dire, du Lorcana compétitif français. Il est un petit peu présent dans tous les échanges inter-team pour essayer d'orienter le contenu compétitif vers la domination de l'Europe sur les États-Unis, tout simplement, il faut dire les termes. Ah oui, oui. Ah là, c'est une guerre. Hein. On en est là. C'est une guerre. On en est là, évidemment. Vous savez qu'il y a l'affrontement actuellement, EU versus Enei, qui se joue grâce à Pavel, le créateur de Pixelborn. Ça, quand tout ce tournoi-là sera fini, on décantera les résultats et on vous en parlera dans le podcast. Mais voilà, si jamais vous voulez avoir un petit focus sur le metagame, il y a cette vidéo que tu as tournée avec Boba qui pourra vous en apprendre un petit peu plus. Moi, j'ai juste un petit truc à dire sur le pricing. C'est globalement à peu près le même pricing à peu près que sur les challenges précédents, à la différence que les cartes numérotées limitées que vous pouvez gagner en fonction de votre top, elles sont pas numérotées, pardon, elles sont limitées en fonction de votre top, ont été changées. Par contre, le top 8 reçoit toujours un Mickey Gold et je trouve ça un peu feignant de la part de Lorcana et de Disney de ne pas avoir changé la récompense suprême. Là où ils ont changé les autres cartes à gagner, ils n'ont pas changé le Mickey Gold. Alors oui, on sait qu'il était imprimé à 500 exemplaires, donc il faut le distribuer, quoi. Mais je trouve que ne pas différencier la récompense suprême du Lorcana Challenge européen des autres challenges, c'est un peu paresseux. Effectivement. Et est-ce qu'on sait combien de gens sont qualifiés pour les Worlds à la fin de ce tournoi-là? On doit le savoir, mais j'ai pas assez potassé le sujet. Logiquement, c'est le top 8 qui du coup affrontera le top 8 américain. Ouais. Mais j'ai pas vu l'info. Parce qu'ils ont dit qu'ils communiqueraient plus tard sur les Worlds et tout, sauf que là, le tournoi arrive et il faut savoir qui se qualifie. Ils ont dû communiquer là-dessus, j'avoue que je suis pas rentré en détail. De toute façon, vous aurez toutes les infos lors du cast. Le cast, ça se passera pas sur notre chaîne ValetPL, ça se passera sur la chaîne européenne de Disney Lorcana. Vous avez le lien Twitch qui sera mis directement en description de cette vidéo. Et c'est le 7 et 8 décembre à partir, j'imagine, de 9-10 heures du matin. Ça sera vraiment en journée. Je crois que c'est pas forcément une chaîne européenne, c'est chaîne Lorcana tout court. Mais il y a marqué Disney Lorcana EU sur le lien que l'on transmet. Ah ok. Parce que comme l'autre événement, il n'est pas simultané, je crois qu'ils utilisaient la même chaîne. Non, ça doit être la chaîne. C'est ce qui avait marqué sur le visuel qui nous a été transmis. Nickel. Seconde information, le YCS Bologne. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un YCS? Ce sont un peu l'équivalent des grands prix pour Yu-Gi-Oh!, c'est-à-dire des énormes open avec plus de 2000 joueurs qui sont disponibles dans la même salle pour s'affronter. Là, il y avait 2500 joueurs à Bologne. Yu-Gi-Oh! Qui est encore une fois le roi de la présence en tournoi, littéralement. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a un YCS n'importe où dans le monde, c'est 2500 joueurs flat et c'est plein en 2-3 jours. C'est ouf. Les fans de Yu-Gi-Oh! Ont fin de compétition et tant mieux pour eux, ça donne une belle image de leur communauté. Ce YCS Bologne, il a été remporté par un joueur français. Donc gros big up à lui, il faut savoir que c'est le deuxième YCS consécutif après le YCS Lille qui a été remporté par un Français. Donc la France qui est un peu sur le toit du monde. Il faut savoir que les YCS, c'est des tournois internationaux. Il y a les États-Unis qui viennent participer quand il y a des YCS en Europe. Ah ouais, d'accord. C'est pas juste franco-français ou européen. C'est les meilleurs joueurs du monde sont présents dans chacun des YCS. Et ça fait 2 fois que c'est un Français qui gagne alors que c'est pour le coup international. Ça donne un petit peu la supériorité, pas forcément, mais voilà, les joueurs français sont très très chauds dans le Yu-Gi-Oh! Compétitif. Donc gros big up à Mathieu Bricard qui est champion de France 2022,
vice-champion de France 2023, si je dis pas de bêtises, ou 2024. Un palmarès, le gars est quand même méga chaud et il vient de devenir du coup champion YCS au YCS de Bologne. Il a joué un jeu Fiend Smith Magical Musketeer avec un side Kashtira et de ce que j'ai lu, c'est la première fois que l'engine Musketeer a remporté un YCS et en plus de ça, on parle d'une construction incroyablement innovante. Okay. Donc le mec, il n'est pas venu gagner un YCS. En plus stylé. Il est venu gagner un YCS avec un truc avec de panache. sa besace et avec panache. Stylé. Donc voilà, je voulais le mentionner, assez impressionnant. De toute façon, le gars est impressionnant. Moi, je l'avais vu notamment gagner avec Dragon Link quand il avait été champion de France en 2022. Bon, le mec est très chaud. Très chouette. Ouais, je m'attendais à une victoire de Bateau Sushi. Mais les bateaux sushi. Alors eux, je peux te dire, ils n'ont jamais gagné de YCS. Ils gagneront jamais. Pour tout de suite. C'est pas. Non. C'est dommage. Je m'en chargerai. Je voulais en placer une petite parce qu'il se passe un truc avec Pokémon en ce moment. Oui. À l'instar de la sortie du Covid ou de la période Covid où il y a eu des hypes notamment portés par des influenceurs en France et aussi aux États-Unis. Donc en 2019 par Logan Paul et en France notamment avec des gars comme Valouz ou Michou qui ont permis de redonner un petit peu d'attrait sur la collection Pokémon, vintage ou récente. Ensuite, au sortir du Covid, ça a décliné pour redevenir un peu stable. Et là, on a de nouveau un essor pour la collection Pokémon, pas forcément lié qu'à Pokémon Pocket, mais vraiment de la collection physique, qui coïncide aussi avec des extensions qui sont très prisées actuellement comme EV8 et EV8.5 qui vont pas tarder à sortir. Et donc, on a une retour de hype parce qu'on a des influenceurs tels que Squeezie, Magla, Nikov qui ouvrent du Pokémon sur Internet. Et quand Squeezie ouvre du Pokémon sur Twitch et qui fait des rediffs sur Squeezie Gaming à 1 million de vues, et ben évidemment ça permet de régénérer énormément de hype sur Pokémon. Donc c'est bien parce que le bloc écarlate et violet était un peu boudé par les collectionneurs et par les joueurs, notamment en France. Au Japon ils n'ont pas ce problème parce que jouent au jeu. Mais nous qui sommes un public plutôt collectionneur, quand les sets ne mettent pas en avant des Pokémon iconiques, ils ont plutôt du mal à se vendre. Là, on arrive sur des sets, je ne sais pas si c'est une stratégie de Pokémon Company, mais qui mettent à l'honneur plutôt des Pokémon emblématiques. Et en plus de ça, corrélé avec bien la mise en avant d'influenceurs aussi importants que Magla, Nikov, Squeezie, forcément, ça fait exploser donc le retour du scalping, le retour de l'impossibilité d'avoir des produits, le retour à des cartes qui se monnaient 500-600 € alors qu'elles viennent d'un booster récent. Ouais. C'est pas forcément que du bon, mais par contre pour tous ceux qui sont fans de cette émulation Pokémon, de la collection Pokémon, ça permet de régénérer aussi un petit peu de visibilité et d'engouement autour de la collection Pokémon. C'est marrant parce que je regardais l'introduction de la vidéo de Squeezie et Nikov qui ouvre des dizaines et des dizaines de displays évidemment, et il disait notamment pour Nikov qu'il est là grâce à Pokémon Pocket, et nous on le disait, on théorisait le ruissellement de Pokémon Pocket sur Pokémon physique. C'est forcément que ça allait arriver. Et Squeezie, lui, disait que lui, il est là grâce à TCG Card Shop Simulator. Ouais, parce qu'il y avait un mode Pokémon pour justement... Exactement. Parce que de base, c'est pas licence. Un mix corrélé de facteurs qui a redonné énormément d'envie à des personnalités assez médiatiques de s'intéresser à Pokémon. Où est-ce que ça va aller ? Ça, j'en sais rien. J'ai pas la boule de cristal. Peut-être que ce sera pas très long. Ouais, mais on est de nouveau dans la hype Pokémon. Ok, cool. Hein. Bienvenue. Cool ou moins cool, parce qu'il y a certains collectionneurs qui étaient tranquilles dans leur coin peinard, qui pouvaient acheter leur display comme ils veulent. Maintenant, il faut se battre. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Nous, on n'est pas trop dans ce game-là. Il y a quand même beaucoup plus de produits qu'avant. Donc, il y a plus de produits qu'avant, donc c'est moins dramatique qu'avant. C'est moins gênant. Ça permet quand même de mettre en avant aussi le TCG à un public qui, à la base, s'en fout. Ouais. Et donc, rien que pour ça, rien que pour la visibilité qu'on donne aux cartes au global, moi, je suis plutôt friand de tout ça. Tout à fait. En parlant de friandises, qu'est-ce que c'est que ça, Vol ? La nouvelle rareté qui a été teasée sur OP10. Il nous avait sorti la Mangalo. On en avait parlé notamment dans le dernier podcast où on disait on a déjà une manga sur Trafalgar Lago. On aurait préféré avoir un autre personnage. En fait, ils nous avaient réservé une surprise sur OP10. Ils mettent en avant une nouvelle rareté. Je ne sais pas comment ils l'appellent spécifiquement, mais moi, je l'ai appelé un event manga. Ça aura normalement la même rareté que la manga classique. Et on vous met à l'écran la carte, elle est juste fantastique. Sans spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la scène, ça reprend l'offensive de Shanks
contre un personnage que je ne révélerai pas ici pour PL et pour ceux qui ne le savent pas, mais la carte est juste complètement ahurissante, quoi. Je comprends pas trop ce que je vois, mais je me dis, il faut mieux que je comprenne pas, non? Oui, bah si. Alors. Après, j'en suis pas loin de ça. Là, on voit l'offensive. Juste, je crois que est-ce que tu peux voir le personnage offensé? Je crois pas. Enfin, disons que il y a un personnage offensé, mais globalement, il y a tout un équipage, toute une flotte qui est offensée. Donc, alors le gars, il fait. Tu vois, Madara, quand il arrive sur le champ de bataille pendant la Grande Guerre Ninja, bon, Shanks, il se la joue un peu comme as, quoi. Ah ouais, on est sur ce level de dinguerie. Il est seul et il prend un équipage. Voilà. J'ai hâte. Mais c'est en épisode, on est d'accord? C'est en épisode, ouais. Ah, parce qu'il me reste que 20 épisodes à mater. T'y arrives, là. T'y arrives. Très hâte. Donc magnifique carte, à moins que je n'ai pas compris la carte, mais pour moi c'est ce moment-là. En fait, c'est quand il chasse le serpent au début du manga. Non, pour moi, il est bien ce serpent. C'est bien la bonne séquence, ou alors j'ai pas compris la carte. En tout cas, la carte est très très belle et comme quoi One Piece Card Game nous réserve toujours un peu plus de surprises. Et c'est bien, c'est pas juste une petite scénette avec plein d'autres cases de manga, c'est vraiment un autre traitement. Une scène, quoi. Ouais, complètement. C'est trop bien. Magnifique. Je trouve ça trop beau. Pour tous ceux qui veulent tester d'ouvrir cette carte-là, qui sera évidemment très rare, vous pouvez acheter et précommander vos produits. Ça sortira fin novembre, début décembre, au moment où on est en train d'enregistrer ce podcast. On arrive bientôt à la fin des précommandes. Vous pouvez précommander sur Label Card vos boîtes de booster OP10. Tant à failli. Foncez, c'est du bon jus. On a eu des news pour Naruto Kaiouz. C'est le plaisir. Naruto Kaiouz Wave 7 Tier 2 qui arrive dans pas beaucoup de temps, il me semble. J'ai pas de date précise parce que les communications sont en chinois, mais effectivement ça devrait pas tarder là. Quand ils annoncent, je sais, Kaiouz, traditionnellement c'est entre 3 semaines et 1 mois et demi que ça sort. C'est pour vous dire, c'est probablement au moment où vous regardez ce podcast en précommande sur labelcard.fr, donc forcément on fait pas des précommandes 6 mois avant nous, et si c'est pas en précommande au moment où vous regardez le podcast, dans quelques jours c'est en précommande, donc ouais ça arrive très vite. La Tier 3 Wave 6 n'est pas sortie, ni la Tier 2. Si la Tier 2 est sortie. Ah si, la Tier 2 était sortie à l'époque. La Tier 2 était sortie avant les problèmes de droit. Là, ils ont sorti la Tier 4. C'est la Tier 4 qui était sortie. Ouais, exactement. On n'a pas eu la Tier 3 qui met en avant notamment la rareté des NR. Ouais. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont totalement squeeze ou s'ils y reviendront. On ne sait pas. C'est irrégulier. Mais là, ils arrivent sur la nouvelle Wave, donc la Wave 7, avec les boîtes de Tier 2 qui mettent à l'honneur la rareté des CR, qui est une rareté qu'on adore, on va pas se mentir. On adore. Les deux CR qui ont été mis en avant ici, c'est Zabuza et Naruto en transformation, en Sexy Jutsu. J'adore la Zabuza parce que j'adore le personnage. Extraordinaire. On fout un peu de la Naruto. Ouais, elle est jolie quand même. Mais ouais. Le set a l'air de mettre à l'honneur les débuts de Naruto avec Aku, Zabuza. C'est une période que j'aime bien, donc je suis assez client, assez friand. Ouais, c'est ce qu'on a beaucoup vu dans le set, dans la Wave 6. Ouais, exactement. Aku, Zabuza, cet arc-là. Et petite dédicace au MR et au SP aussi. Que j'ai une nouvelle rareté. Magnifique, hein. Ouais, MR, rareté empruntée à Sensei Kaiouz, qui est une rareté supplémentaire qui va s'intégrer entre les UR et les CR. Ah, il n'y avait pas les MR? Si, il y avait déjà les MR. Ah, t'as raison, putain, il y avait déjà les MR, c'est juste qu'elles ont une nouvelle mais elles DA. ont pas du tout ce skin. Pardon, elles ont une nouvelle DA, je dis n'importe quoi. Mais oui, c'est une nouvelle rareté qui s'insère entre les UR et les CR, et elles sont, je te laisse zoomer là, c'est une dinguerie. Ah, c'est beau. Je sais pas si j'aurai les images en HD, parce qu'à mon avis, vous verrez la même chose qu'on voit nous, donc c'est un peu petit. Je pourrais te trouver de meilleures images, t'inquiète pas. Vous le saurez. Moi, je ne le sais pas, je ne suis pas encore en train de monter. Et les UR aussi qui proposent un truc un peu cool, qui se met bien en classeur. C'est déjà le cas sur la Wave 6, on avait le même type d'UR. Ah ouais, avec le. Ouais, avec l'espèce de bandeau derrière. Le bandeau? Ah, je me rappelle pas. Alors j'en ai ouvert, tu vois. Ouais. Et j'ai d'ailleurs notifié, je faisais un live vogue dessus, je dis putain, c'est vrai que les UR sont un peu mieux, quoi. Enfin, je les préfère en tout cas. Mais ouais, SP qui ont une vibe Sakura Card Captor, je trouve. Ouais, les SP sont belles, les MR sont belles, les CR sont belles. Bon, on va bien manger comme d'habitude avec Naruto Kaiouz. De toute façon, est-ce qu'ils font un ouvert cette histoire? Non, ils font pas de set moche. Évidemment, il y aura ouverture sur Valepel Multi TCG, vente sur Label Card, la classico. On va tous se régaler. Ça fait plaisir. Exact. Où est-ce qu'on s'est régalé aussi? Sur les TCG Awards. Ouais, tout à fait. Quelle grâce ces TCG Awards. Pour ceux qui n'ont pas suivi, disponible sur la chaîne des jours de dimanche en replay déjà. Si jamais vous ne voulez pas vous faire spoiler, là, pause. Oui. Revenez une fois que vous avez regardé l'émission et vous prenez du plaisir. Et en même temps, est-ce qu'on est obligé de donner des vainqueurs pour parler du concept et de l'émission? On peut ne pas spoiler. Je pense qu'on va juste ne pas spoiler. Si et ça du coup, là, les gens reviennent
et ils entendent ça, ils font merde. Je vais aller voir alors qu'ils spoilent pas. Au pire, ils ont été voir, c'est cool. Mais vous avez été voir, c'est on bien. va pas spoiler, on vous laisse finir cette vidéo-là et aller voir les TCG Awards. Par contre, on peut vous expliquer rapidement la genèse, le pourquoi du comment et quelle a été l'émotion et l'ambiance de cette émission. Ouais, tout à fait. Alors déjà, d'où ça sort? Ça sort d'une discussion après le Master TCG avec Max, et on se dit, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de récompenses pour les TCG, alors que sur les jeux ludiques, donc les board games, jeux de société, les As d'or surtout. Il y a les As d'or, il y a les As d'or allemands, je me rappelle plus le nom. Ouais, des grosses récompenses du monde ludique, et les TCG peinent toujours à avoir des prix. Exactement, il y a les Board Game Awards organisés par Max Eldman justement. Donc c'est une cérémonie non officielle de récompense de jeux où ils parlent avec les joueurs du dimanche, donc Rofelos et Marie Grandjeu, de leurs jeux favoris de l'année qu'ils ont pu tester. Ils passent aussi des extraits de jeux qui vont sortir l'année prochaine. C'est un moment pour les éditeurs aussi de mettre en avant leurs prochains jeux et c'est cool. Comme ça tu découvres les nouveautés en même temps, c'est vraiment très bien comme émission. On n'est pas sponsorisé, juste on l'a vu et on a apprécié ça. Et du coup, c'est vrai que les jeux de cartes, pas trop. Alors avant, effectivement, il y avait peu de jeux de cartes. En tout cas, les jeux subsistaient pas longtemps. Il y avait pas beaucoup de sorties simultanées. Il y avait beaucoup les briscards, donc Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic qui étaient là. Et le reste qui essaie d'y voter, mais qui votait pas. Maintenant, il y a des nouveaux TCG chaque année. Cette année, il y en a eu 3 notamment. Enfin, 2,5, on va dire. Parce qu'il y en a un qui est un peu un reboot. C'est un nouveau TCG, mais c'est quand même un nouveau TCG. Je parle du TCG Dragon Ball. Et du coup, rien qu'avec les lancements, plus ceux de l'année précédente, ceux en cours, il y a beaucoup de nouveaux TCG et il y en a d'autres encore qui vont arriver, qu'on n'a pas pris en compte pour le classement évidemment s'ils sont pas sortis. Et ça nous donnait plein de choses à dire, plein de grains à moudre pour justement récompenser différents aspects du TCG que l'on aime tant. Prétexte un peu à parler de notre passion aussi. Exactement. C'est vrai que quand on entendait Max Eldman dire c'est vrai qu'aux As d'or les TCG ils mangent jamais bien, ils sont jamais valorisés. Écoute Max, pourquoi on se la ferait pas nous cette émission TCG? Faisons-la nous. Les TCG Awards. Donc on a pensé à différentes catégories qui viseraient à récompenser des spécificités des TCG. Donc par exemple on récompenserait le meilleur lancement, le meilleur design produit, les meilleures illustrations, la meilleure mécanique de jeu, et ça permettrait à la différence d'une tier list où tu vas forcément valoriser des TCG, en dévaloriser d'autres avec un regard plus subjectif, là on va essayer plutôt d'apporter seulement du positif, de dire ce qu'on a aimé, ce qui était cool, de nominer des TCG dans certaines catégories et d'en sortir un gagnant. C'est une émission qui a vocation aussi à être reprise et à être regardée par l'industrie, par les éditeurs eux-mêmes, si possible, qui peuvent même s'emparer des résultats à terme. Là, l'idée, c'est qu'une fois que les awards ont été distribués, un éditeur, s'il a envie dans sa communication d'établir que, élu meilleur TCG de l'année par les TCG Awards 2024, l'éditeur peut dans sa communication reprendre ces termes-là au même titre que ce qui se fait avec les As d'or. C'est un épisode pilote, ça sera amené à évoluer et à être de mieux en mieux fait année après année. Que ça soit parce que la communauté s'en est emparée et a apprécié ce format, ou que ça soit parce que les éditeurs sont satisfaits d'avoir reçu des prix au TCG Award. En vrai, c'est un concept qui, si on ne s'y mettait pas, aurait fini par exister avec l'engouement TCG. Ça nous semblait tout naturel que les joueurs du dimanche et nous deux, Val et PL, on se mette en commun pour vous présenter ce type d'émission. Et donc on l'a faite, cette émission. Ça a duré 3 heures. Et c'était bon. On a remis 10 prix. Sur 10 TCG différents avec à chaque fois 3 nominés. On vous a apporté les arguments du pourquoi, du comment on a nominé ces personnes-là et du pourquoi, du comment tel prix est reparti à tel TCG. Il y a eu aussi le prix du public. Vous avez pu voter notamment sur le site des joueurs du dimanche pour quel est votre meilleur TCG de 2024, et on vous invite à regarder l'émission si jamais vous voulez en apprendre plus tout simplement. Exact, c'était très très bien. Félicitations notamment à toi Val qui a initié le projet, qui a préparé le projet avec une ébauche des catégories. Il a sorti 14 catégories, ils m'ont dit oula, on va en faire peut-être que 10. On a ensuite brainstormé ça avec Max et Rof notamment. Pour voir un peu comment améliorer le truc, que ce soit pas non plus trop long. C'est vrai qu'avec 10 catégories, on a fait déjà plus de 3 heures. On a fait 3 heures. Mais on se dit, heureusement. On a des moyens de raccourcir pour les prochaines fois. Pas en catégorie, mais en termes de volume horaire sur l'émission. En verbalité. Donc bravo à toi. Bravo aussi aux joueurs du dimanche pour la préparation, notamment Max Eldman qui a taffé comme un fou pour avoir les petites animations, les trailers, le lancement, que tout soit rigolo bingo. Et bravo aussi à Baptiste, l'homme de l'ombre,
Baptiste, pas notre Baptiste, le Baptiste de Max Eden. Il faut toujours avoir un bon Baptiste. C'est important. Qui a géré aussi, qui est resté très tard et qui a géré le côté régie, notamment pendant l'émission, et c'était très très cool. J'en replace une petite sur le Bravo Max parce que quand on lui parle de ça le soir des Masters TCG, on est fin juillet, on est au mois d'août. Au petit matin même, j'ai envie de dire. Au petit matin, et il me dit ok, ouais, parce qu'au début il voyait pas trop en quoi ça se différencier d'une tier list. Il essaie de lui argumenter que c'était pas trop la même chose. Une tier list, c'est un contenu d'internet un peu buzz pour régaler les viewers où tu transmets ton avis. Là, c'est un truc un peu plus formel qui vise surtout à faire plaisir aux éditeurs. Alors quand ils sont sélectionnés, les éditeurs n'ont pas payé et c'est notre avis qu'on a envoyé, mais en tout cas, ça vise à être repris par les éditeurs pour peut-être s'améliorer sur certains axes, quoi. Ouais. Et donc, il me dit, ok, tu sais quoi, présente-moi ton projet, tu me l'envoies par mail. Fais voir ce que toi tu ferais, et on voit. C'est le moment où là, donc du coup, je lui envoie les différentes catégories, le projet. Moi, je pense à un système de cérémonie de remise comme aux Oscars. Je trouvais que c'était plus sympathique comme ça. Ça permettait de mettre des nominés dans chaque catégorie. Donc du coup, de parler un petit peu de tous les TCG et de fêter vraiment l'ère multi-TCG. Même si peut-être, allez, admettons qu'il y ait un ou deux TCG qui est tout raflé. Dans tous les cas, tu peux parler de tout le monde parce que il y a quand même chaque TCG qui a vocation à être nominé dans telle ou telle catégorie. Je trouvais que ça fonctionnait bien comme ça et tout. Et là où je vais saluer Max, c'est que, ok, il voit la propale. Il dit, franchement, elle est cool, on peut le faire comme ci, comme ça. Mais tu sais, c'était plus en mode, on se le fait pour 2025. C'est court, les délais pour préparer une émission aussi impressionnante. Et en fait, Max, quand il a une idée, il fait. Et du jour au lendemain, je crois, fin septembre, pour mi-novembre, il dit, vous savez quoi, on va la faire cette année. Let's go. Voilà, et donc il a tout préparé parce que en termes d'assets, de préparation d'émissions et tout, c'est quand même beaucoup de boulot. Et donc j'apprécie le côté en mode ok, l'idée est bonne, ok, on le fait. On n'a pas beaucoup de temps, c'est pas grave, on le fait. On se démerde, on va faire en sorte que ça rentre. Et puis au pire, on fera mieux l'année prochaine, mais au moins c'est fait, on a les bases, ouais. Et j'apprécie cette démarche-là, donc respect à lui pour ça, quoi. Ouais, je me rappelle d'ailleurs au Lorca Quest, on avait mangé ensemble et je lui dis bon. Et il sait de quoi je veux parler. Il dit faut parler boulot là, alors que là j'ai juste envie de manger une pizza. Il fait on va parler boulot. Je lui dis qu'est-ce qui se passe, c'est quand il me dit ce sera le 26 novembre. Je lui dis ok, j'aime bien l'américaine, on n'a rien d'autre, on a la date, let's go. Moi j'adore. Genre on part de là, on dit ok, on va le faire. Et après on se démerde. On avait déjà t'as fait sur les Bauges, donc et puis nous on s'était déjà mis en commun sur quels étaient nos nominés et nos gagnants, donc on avait déjà dégrossi le sujet. Il fallait le dégrossir maintenant avec Max Serov, tu vois. Oui, parce que s'ils disent on fait pas du tout comme ça annule ce qui a été préparé. Exactement. Et du coup on dit on va se capter et tout, on va faire des petites réunions machin. Et en 2 réunions, paf c'était plié. En 2 réunions on a clean ça. Bien bossé tout le monde et ça a donné l'émission que vous pouvez voir du coup sur YouTube. Évidemment, il fallait qu'on se mette en commun entre les avis de Max et Rof. Plus Rof, Max a quand même beaucoup délégué à Rof parce que lui, c'est plus concentré sur le jeu de société. Il a surtout animé l'émission. Donc plus Rof, toi et moi. Mais du coup, forcément, on avait des idées qui étaient parfois divergentes. Et il a fallu écouter les arguments des uns et des autres pour mettre en commun et à chaque fois sortir un gagnant. C'est une émission, en tout cas, qui nous ressemble, qui a notre image, qu'on avait envie de vous transmettre et qui, je trouve, est un beau marqueur de la passion qui nous anime. Et franchement, si ça marche bien cette année, dans 5-6 ans, on ne sait pas où ça peut aller. Mais, on s'en reparle. Mais ça peut être vraiment un truc emblématique de la scène TCG. Il faut faire pour avoir la reconnaissance des gens, On a fait, on verra bien où ça va. On verra. En tout cas, c'était un plaisir à faire. Et je le voyais vraiment comme une émission à la base remise des prix. Et finalement, ça s'est transformé presque au dernier moment sur du partage, de la discussion et tout, quand même encadré par Max, qui était un peu en mode c'est bon. On passe au sujet prochain. Il lançait les jingles des fois en mode allez, c'est avec bon. Rof et moi, il y a 2 bavards, il le savait. C'était cool et j'ai kiffé justement ce truc décontracte comme c'est la première aussi. Ça met moins de pression, je trouve. On discute et comme on a beaucoup réagi par rapport au chat, par rapport à ce type d'émission en tout cas. Ça légitimer encore plus nos arguments. Exactement, des gens qui disaient c'est bizarre comme top. De toute façon ils ont été payés. Voilà, par exemple, je vais dire non, c'est notre avis. Les éditeurs sont même pas au courant qu'on a mis ces personne ne sait. On adorerait être payé pour faire ça, mais c'était à nos frais. Et ils paieraient jamais pour qu'on leur décerne des prix. Ils paieraient seulement pour l'apparition d'un produit du temps d'écran pendant le temps d'écran, évidemment. C'est le cas pour les Board Game Awards. Les joueurs du dimanche sont payés, mais pas pour remettre les prix, seulement pour diffuser des promotions vidéo.
Comme on disait avec Baptiste après émission, genre, on a passé les trailers et tout là, on les a régalés quoi, c'était gratuit quoi. On fait ouais mais. Ah ouais. Oui, mais encore une fois, c'est le premier. Il faut d'abord faire pour que les éditeurs ils voient ce que tu es capable de faire. Tu peux pas aller Enfin, je comprends que si tu vas voir les éditeurs en amont et que tu leur dis on va faire les TCG Awards, bon bah tant que t'as pas un pilote à leur montrer, tant que t'as pas fait, c'est quoi ? Bah attends, tu vas voir. Ils sont moins enclins. Là, si ça fonctionne bien, du coup, on pourra aller voir les éditeurs et dire bah vous voyez, on a une émission, elle est cool, elle a été regardée. Elle a même peut-être de la valeur, peut-être qu'elle va même profiter à vendre certains TCG plus que d'autres, certains produits. Bah écoutez, si jamais vous voulez soutenir ce genre de démarche-là, cet écosystème, comme c'est le cas notamment dans le monde ludique, on n'a jamais trop plein d'argent. Oui, exactement. Pour faire des choses cool. Parce qu'on a des idées de voir les choses en plus grand, voire en très grand. Toujours. Donc, c'est sûr que des petits sous-sous, ça permettrait de. C'est important pour nous qui faisons plein de contenus de flux, c'est-à-dire beaucoup d'actualités, de pouvoir aussi participer à des choses plus produites, comme les TCG Awards. Et quand bien même c'est pas mal de boulot, mais c'est un plaisir de fou. Et je replace le disclaimer quand même. Ça reste évidemment subjectif. On peut pas avoir des prix qui soient purement objectifs dans le sens où il n'y a pas une collégialité de 20 acteurs du TCG représentant chacun des TCG différents qui se mettent en commun, où là pour le coup on aurait peut-être un avis qui est plus issu d'une certaine pluralité. Ça reste 4 passionnés qui discutent TCG, on a forcément des préférences, il y a forcément des TCG sur lesquels on a plus joué que d'autres. Ça n'a pas vocation de vérité absolue, mais plus vraiment être un prétexte pour partager notre passion. Donc, exact. Si votre TCG n'est pas cité, c'est pas très grave. Non, c'est clair. Enfin, surtout qu'il y a beaucoup de TCG où les gens disent « Ah, il est pas cité », il était genre 4e, mais on en citait 3, donc, ça. Donc voilà. Et puis encore une fois, si jamais vous voulez une collégialité de plusieurs votants avec des acteurs de chaque TCG, une remise plus formelle et compagnie, tient qu'à vous de porter ce projet-là pour qu'on puisse le faire évoluer encore plus. Moi, je serais ravi d'avoir vraiment un truc à la cérémonie des Oscars avec X votants. Tous en smoking. Mais j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec les smoking. Donc, on a fait. Maintenant, c'est à vous de valoriser ça. Allez la voir, c'est sur la chaîne de Maxildan. Yes. Et faites-nous les retours aussi directement sous la vidéo. Alors, si vous avez vu le live, vous pouvez le faire sur cette vidéo. Mais sinon, si vous n'avez pas vu, sous les rediffs, on ira voir les commentaires de ce qui s'est passé un peu. Je vais vous parler rapidement du prochain set de Fab qui a été annoncé, qui s'appelle The Haunted. Ouais, ça a été teasé. J'aime bien ce set parce qu'il prend directement la suite d'un autre set qui a été très populaire, qui s'appelle Uprising. Le début de l'histoire du set de The Haunted commence directement à la frame près, à la fin du set de Uprising. Donc ça prendra directement suite à l'assassinat de l'empereur, le régicide qui a été assassiné. 2 Dracaï Vengeurs officiers de haut rang de l'armée loyaliste traversent les plaines ardentes du Volcor pour traduire les tueurs de l'empereur en justice. J'aime beaucoup le fait que cliffhanger fin du set et tu vois 1 an et demi, 2 ans plus tard, eh bien on reprend à la suite de cet événement tragique dans l'histoire de Flesh and Blood et on repart donc du coup sur des classes qui ont le talent d'être draconiques. Parce que certains joueurs de Flesh and Blood aiment beaucoup, hein. Franchement, draconique c'est un peu stylé quoi. Ouais, oui. Et donc le set mettra à l'honneur les ninjas, les guerriers et les assassins. Et on a déjà 2 héros qui ont été révélés. Fang, le Dracaï of Blade, et Sinra, le Dracaï of Retribution, qui doivent, à mon avis, chasser les vilains assassins qui ont tué leur empereur. Tout à fait. Plutôt cool, hein. En tout cas, moi, assez hype. Moins que Rosetta et Part the Mistveil, le Pricing, c'est pas le set qui me sauce le plus. Mais je sais que dans la commu, c'est... les gens sont assez... Guerrier, c'était pas mis à l'honneur par Premier Uprising, il me semble. Non. Et donc puis là, surtout, il n'y a pas de guerrier draconique. Donc c'est nouveau. Et ils ont un autre talent. Ils ont le talent d'être royal, ce qui leur permet d'avoir certains équipements. Des équipements royaux. Comme la couronne. Comme la couronne royale, qui est une très bonne carte, la Crown of Dominion. Trop bien. Rapidement sur Flesh and Blood aussi, Contour Blessing, toujours dans le top. La fameuse carte qui a été bannie, en tout cas dans sa version bleue, suite à la victoire de Gregor Kowalski au World Championship de Osaka. Au lieu d'en avoir 9 itérations dans votre deck, vous ne pouvez en avoir plus que 6. Flesh and Blood pensait que ça allait peut-être empêcher la stratégie d'être toujours viable, ou en tout cas peu dominante. Félicitations à Michael Feng qui a remporté le Calling Portland avec un deck Contour Blessing, Enigma. Donc quand bien même il en a plus que 6 copies dans son deck au lieu de 9, la stratégie marche toujours. Et c'est fou, si on passe à 3, c'est nul. Si on passe à 3, c'est éclaté. Donc autant passer à 0. Mais comme Flesh and Blood a fait un article récemment qui traduit leur vision du jeu, ce qu'ils ont envie de mettre en place comme mécanique, et qu'ils ont dit que
Flesh and Blood était une suite d'échanges et de micro-avantages et que toutes les stratégies qui outrepassaient cette vision-là et cette idée-là avaient vocation à disparaître petit à petit, je pense que Count Your Blessing, si en tout cas continue à dominer, va juste être supprimé du jeu. Ils n'ont aucun problème avec le fait de dire on s'est trompé, ça dégage, nous ce qu'on veut c'est que 2 héros s'affrontent et prennent des micro-avantages. On veut pas qu'il y ait un mec qui tank et qui gagne plein de points de vie pendant qu'il y en a un autre qui joue tout seul. Je pensais que moi à 6 cartes ça allait suffire, visiblement pas. Je pensais aussi, on avait fait un peu les maths et tout, on s'était dit ça a l'air d'être tu gagnes 36 PEV au lieu de 58 je crois. Mais en fait toujours pas. C'est toujours bien parce que attention, le héros qui utilise ça Enigma reste un très très bon héros. C'est pas que la carte qui fait gagner. On a aussi eu un déclin des Runeblade, Aurora et Viserai étaient les decks les plus représentés et il y en a aucun en top 8. Là où tous les héros de Part the Mistveil ont par contre brillé, que ça soit Zen, Nu et Enigma. Donc Part the Mistveil, vraiment The extension quoi. Stylé. Passons à Altered désormais. Ouais. Est-ce que vous connaissez Altered, ce nouveau TCG français brillant, qui a été très brillant, qui a généré beaucoup de hype, notamment à la sortie du Kickstarter et à la sortie au mois de septembre. Il y avait des annonces qui avaient été retardées, notamment des features digitales qui forcément sont très difficiles à implémenter de par l'ambition et l'innovation qu'apporte le TCG. Il y a un article qui est sorti directement sur le site internet d'Altered que je vous invite à aller lire. Il était traduit en français bien évidemment. Mais je vais reprendre rapidement le sujet principal, c'est le retard de certaines features, notamment la marketplace et le print on demand. Pourquoi c'est compliqué pour eux d'implémenter ça ? Eh bien, j'aime beaucoup cette communication. Ils expliquent les choses, ils disent les termes. Ils sont transparents. Ils sont très transparents sur leur retard et les possibilités et surtout le travail qu'ils sont en train de mettre en place. Pourquoi c'est compliqué en fait que la marketplace soit effective actuellement et qu'elle a besoin d'être retardée? Je vous communiquerai certaines dates juste après. Eh bien, parce que d'après l'article, la marketplace demande de valider l'imbrication d'un système de paiement avec les règles fiscales de dizaines de pays différents, le tout de façon fluide et sécurisée. Ils expliquent qu'à titre de comparaison, les marketplaces TCG les plus connus se limitent soit à opérer l'Amérique du Nord, soit l'Europe, mais jamais les deux continents en même temps, à cause justement de cette situation précise. D'où le fait que ça soit, pour tous ceux qui pensent en mode « qu'est-ce qu'ils font ?» En fait, c'est une tannée, c'est d'une difficulté sans fin de pouvoir justement faire que tout fonctionne bien. Et plutôt que de lancer une feature qui fonctionnerait pas bien, eh bien, ils préfèrent les retarder pour qu'au moment où elles sortent, elles fonctionnent de la meilleure des manières. Pour le print on demand, forcément, il s'agit de mettre en place une parfaite transmission de l'information entre leur application et leurs partenaires de production afin que toute la chaîne logistique fonctionne sans accroc jusqu'à la livraison chez vous. Donc pareil, pour l'instant, cette feature est retardée. Ce sont les enjeux majeurs d'Altered actuellement. Et comme ils veulent pas se louper là-dessus, eh bien, ils ont annoncé un certain retard. Pour veiller au bon fonctionnement de ces features, il y a une phase de bêta qui va être mise en place parce que leur simple échantillon en interne ne suffit pas à valider, entre guillemets, la bonne réception des features au moment où elles sortiraient. Eux, ils ont beau faire des tests et ça a beau fonctionner, ils ont peur que sur un large panel de joueurs, il puisse y avoir des problèmes. Donc, ils vont plutôt fonctionner en escalier. Moi, j'aime plutôt bien cette manière de faire, c'est-à-dire ouvrir cette possibilité à un certain nombre de joueurs pendant un temps donné pour voir justement en bêta test. Et puis en plus, quand tu dis une bêta, ça sous-entend que tu as le droit d'avoir quelques couacs et justement d'avoir les retours de ces couacs-là pour qu'au moment de la sortie globale, eh bien, il y ait tout qui fonctionne. Donc, certains comptes certains comptes de joueurs du monde entier auront accès à ces features-là de manière bêta pour pouvoir justement à terme proposer la feature de la meilleure des manières. Il y aura plus d'infos en décembre. Ils referont un article pour nous communiquer tout ça. Ensuite, l'article détaille vraiment toutes les fonctionnalités de les features. Mais pour ça, je rentre pas dans les détails. Moi, je vous laisse aller checker l'article. Et pour le coup, ils reprennent point par point la marketplace, le print on demand, tout ce que vous allez pouvoir faire. C'est assez précis. Si ça vous intéresse, pareil, le lien est dans la description. Pour continuer sur Altered, au moment où on a tourné le podcast d'il y a 2 semaines, on spéculait sur le possible errata d'un des decks du format qui est Waru. Le lendemain du tournage du podcast, entre le moment où on a tourné et le moment où le podcast est sorti, forcément, il y a eu un errata avec un article sur la communication du pourquoi, du comment ils ont décidé de mettre en place cet errata-là pour justement essayer
fluidifier leur metagame. Donc on n'avait pas pu le traiter. On le traite avec un peu de retard rapidement dans ce podcast. Ils ont décidé d'errater la carte Robin des Bois, qui était beaucoup trop pressurisante pour certains types de jeux actuellement sur Altered. C'est un errata qui est assez malin parce qu'il ne taxe maintenant plus que les cartes qui coûtent 1 ou moins, je crois. Donc non, c'est seulement 1 maintenant. C'est que les cartes ne peuvent pas coûter moins de 2. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de carte à 0 de toute façon, donc ça ne s'applique pas. Pour l'instant, non. Et en même temps, ne serait-ce que 0 après vous, ça serait broken, donc je pense que ça n'arrivera pas. Si, je crois que tu peux réduire le coût d'une carte à 1, et du coup, elle coûtera 2. Peut-être, mais je veux dire, ils ont déjà parlé en termes de game design du 0 après vous, et ils y sont pas résolus pour l'instant. Donc voilà, maintenant Robin ne taxe que les cartes à 1, parce que chaque fois que vous devriez payer minimum 1, eh bien vous serez obligé de payer 2. Ça vient donc du coup attaquer certains types de decks, notamment des jeux comme Traced et Afanas qui seraient trop dominants si jamais on n'avait pas Robin comme garde-fou. Mais par contre, ça laisse les autres jeux s'exprimer, ce qui devrait permettre à terme de diversifier le metagame. Du fait qu'ils aient un support numérique qui permet d'imprimer les cartes à la demande, eh bien l'errata fait sens là où sur d'autres TCG, je l'aurais plutôt décrié. Ça permet de conserver par contre la stratégie de Waru, avec notamment le fait de conserver l'effet bureaucrate que certains théorisaient comme errata probable. Donc pour moi, c'est un errata qui est vraiment extrêmement malin, bien pensé. C'est bien vu, qui permet de valoriser Waru comme étant toujours un très bon deck, de temporiser Traced et Afanas, vraiment ça serait quand le chat n'est pas là, les souris dansent, mais en même temps de laisser quand même plus place au metagame de s'exprimer. On va voir sur les prochains tournois ce que ça raconte, mais la manière de communiquer, l'explicitation de l'errata et ce qu'on peut théoriser de la suite, ça me semble être plutôt picobello. Ouais, non, c'est bien vu. Bien vu, bien vu. Et comme on disait, pour les errata, c'est plus simple sur Altered parce que tu peux réimprimer ta carte toi-même. C'est ça. Donc glisser 3 cartes à réimprimer dans ton lot de cartes que tu vas peut-être acheter à réimprimer ou à la sortie d'une extension ou autre, c'est assez simple. Donc c'est beaucoup moins gênant. On se dit pas comme plein d'autres jeux, oh là là, errata, c'est nul. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que tu as dit, excuse-moi, j'ai peut-être décroché sur cette phrase, que c'est la capacité qui est ratée, pas la carte. Tout à fait, oui, pardon, excusez-moi, c'est pas vraiment... Alors, dans les faits, c'est Robin des Bois qui a été erraté, mais en fait, ils ont erraté cette capacité-là, ce qui sous-entend que si vous avez une carte qui n'est pas Robin des Bois, notamment en unique, qui se retrouverait avec cette ligne de texte-là, comme notamment certaines cartes comme un Quetzalcoatl, qui peuvent avoir des taxes sur leur version unique, eh bien, cet effet-là a été erraté, ce qui fait que maintenant, on va pas chercher à avoir 3 uniques qui ont un effet Robin. Dans tous les cas, cet effet-là était raté. Si jamais vous deviez appliquer une taxe, eh bien du coup, ça aura exactement le même effet que sur la version Robin des Bois, ce qui est plutôt bien pour éviter justement une chasse aux uniques totalement délirante. Ouais. Et pour répondre rapidement, très rapidement, parce que moi je l'ai eu sur mon chat et donc j'ai dû répondre à ça, à ceux qui gueulent en mode « Oh on a dépensé des centaines d'euros dans des Robins double taxe, unique et compagnie, et en gros, ils nous ont flingué ça. » Personne vous a demandé de dépenser 500, 800, 1000 euros dans des Robins double taxe. C'est vous qui avez décidé de mettre ça en place, et Altered, eux, n'ont pas à réfléchir stratégiquement pour la santé de leur metagame. C'est pas eux qui le font. Donc Non, mais ils peuvent, entre guillemets, prendre en compte le prix du marché dans leur réflexion, mais pas le prix il y a des mecs qui ont mis 1000 euros sur des Robins uniques. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, ne dépensez dans les TCG que ce que vous êtes capable de perdre. Évidemment qu'il y a un prix d'entrée et un prix de sortie, c'est ce qui fait que notre hobby est cool et qui permet de se renouveler, et que ce que tu dépenses, tu vas pouvoir le récupérer un jour. Mais si vous avez dépensé, alors que nous, en plus, en tant que créateurs de contenu, on vous a dit de ne pas faire ça, si vous avez acheté des Robins à 1000 euros parce qu'ils avaient double effet taxe, c'est que vous étiez prêt à les perdre, et c'est, entre guillemets, tant pis pour vous. Altered n'a pas à prendre de décision en fonction des gens qui ont dépensé beaucoup trop d'argent, je trouve, pour des versions uniques. Bien dit. C'est pas, je trouve que c'est pas un procès à leur faire là-dessus. Et encore une fois, moi j'ai beaucoup insisté sur le fait que si vous voulez gagner avec Waru, vous feriez mieux de faire 200 games avec le deck plutôt que d'acheter un Robin à 1000 balles. Bien vu. Oh mais c'est masterclass là. Je trouve qu'ils ont été très très bons, donc je comprends pas qu'on leur fasse ce reproche-là. C'est pas le cas, pas tout le monde ne leur fait pas, mais j'ai vu passer la remontrance, donc je le dis. L'annonce Pokémon Pocket, très rapidement, on a des nouveaux boosters qui sont prévus avant la fin de l'année. Il y a pas en décembre. Il n'y a pas de date officielle parce qu'il y a beaucoup de leaks qui tournent, mais nous on ne commande pas les leaks. En tout cas, on essaye de pas trop y donner du crédit pour vous parler de choses sourcées. Si jamais vous voulez vous intéresser aux leaks, ils sont partout sur Internet et il y a des informations beaucoup plus précises.
mais à prendre avec des pincettes parce que c'est des leaks. Nous, tout ce qu'on sait qui ont été confirmés en interne par les équipes après que les leaks soient sortis, c'est que des boosters sont disponibles avant la fin de l'année et que la possibilité d'échanger les cartes arrive incessamment sous peu. Début 2025, je crois. C'est ça. Pour le reste des leaks, allez faire ce que vous avez envie de faire. Nous, on ne donne pas de crédit dans un podcast à cela. Il y a ça, par contre, je crois qu'ils ont parlé de la prochaine extension, ou pas du tout? En fait, il va y avoir d'autres extensions, évidemment. Évidemment, en fait, il y a des gens qui ont été chercher dans les codes sources du jeu pour pouvoir avoir des informations. Il y a beaucoup de choses qui ont circulé sur Internet. Juste les devs, sur une communication sur Twitter, les devs ou les gens en interne, ont dit mi-décembre, il y a de nouveaux boosters qui arrivent et la possibilité des échanges qui arrivent aussi. Ok. Ils ne sont pas allés plus loin. Ça marche. Qui sera limité d'ailleurs les échanges à certaines cartes. Et qui seront ensuite... il y a d'autres cartes qu'on pourrait changer plus tard. Ouais. Donc je suppose que ça s'arrêtera au X pour les premières et que les autres... Mais c'est plus important. Et les autres raretés, on pourrait changer ça plus tard. Mais voilà, évidemment, il y a beaucoup plus de choses qu'on leaké, mais ça... En fait, c'est toujours compliqué pour ceux qui ne savent pas pourquoi on dit ça. Ceux qui nous connaissent sur la chaîne Magic, qui savent notre position sur les leaks. Les leaks, nous, en tant que consommateurs, on les consomme aussi. Attention, on est tous friands d'informations, on les voit, on en discute. Mais par contre, leur donner de la visibilité en public, il faut savoir que les leaks, parfois, des annonces, c'est donné à d'autres créateurs de contenu, à des collègues. Ouais. Nous, par exemple, quand il y a des cartes qui leak sur Magic, il faut savoir que l'annonce de la sortie de certaines cartes, elles sont données à des créateurs de contenu. Quand il y a un leak qui sort, du coup, ton annonce, la visibilité que tu devrais avoir en partageant cette carte en tant que créateur de contenu, elle est baisée. Et donc, du coup, pour... entre guillemets, pas trop de donner de crédit à ça et pas enlever des opportunités d'annonce à des corps de métier qu'on apprécie et qu'on valorise. On a tendance à pas commenter les leaks en public. Allez faire ce que vous voulez de votre côté. Ça, on dirait un dicton. On commande pas les leaks en public. C'est notre ligne directrice, quoi. Ouais, voilà. Tout à fait. Et ça conclut ce podcast ? Oui. Pas de petit jeu, il était bien long, encore une fois. Toujours, c'est vrai que ça sera de plus en plus rare à cause de l'actualité, les petits quiz. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas le but du podcast, même si on sait que vous adorez. Quoique, je dis ça, mais dans pas longtemps. Prochain podcast, c'est sûr qu'il y a un petit quiz. Non, c'est pas le prochain. Ah, c'est pas le prochain ? Non. Alors le surprochain. Le surprochain, c'est sûr qu'il y a un petit quiz. Exactement. On vous fait des bisous. On n'oublie pas de checker la première partie si on l'a pas vu sur Magic. Plein de petites news pour le coup, ça change un petit peu des grosses news un peu lourdes qu'on peut avoir récemment sur Magic. Là, c'est un peu plus léger, on va dire, ça fait plaisir. C'est ça. On met le pouce bleu, on participe au concours avec l'abonnement et le petit commentaire, c'est gratuit. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.